Et comment 3700 Français libres ont condamné 40 000 soldats de l'Axe à mourir dans le désert brûlant, Bir Hakeim, 1942, imagine. Nous sommes le 27 mai 1942 et vous êtes un officier français planté au milieu de nulle part. Autour de vous, 3700 hommes creusent dans un sable qui coupe comme du verre brisé sous le soleil d'Afrique du Nord. Vous êtes cerné de champs de mines que vous avez posés vous-même. Derrière vous, rien que 800 km de désert vide jusqu'au Caire. Devant vous, tout l'Africa Corps se rassemble comme un orage à l'horizon. 40 000 soldats, 500 chars, des centaines de pièces d'artillerie. Et à leur tête, Erwin Rommel, le renard du désert en personne, l'homme qui n'a encore jamais perdu une bataille en Afrique. Votre chef, le général Pierre Koenig, circule entre les positions. Il ne promet pas la victoire. Il ne parle pas de renfort. À la place, il vous dit quelque chose qui paraît insensé. Il déclare « Messieurs, nous allons tenir cette position pendant 15 jours. Pas parce que nous pouvons gagner, mais parce que si nous ne le faisons pas, l'Égypte tombe. Si l'Égypte tombe, le canal de Suez tombe. Si Suez tombe, toute la guerre en Méditerranée, elle est finie. » Il s'interrompt, regarde l'horizon d'où montent les nuages de poussière allemands et ajoute « La France est à genoux depuis 2 ans. Aujourd'hui, nous nous relevons. Aujourd'hui, nous rappelons au monde de quoi sont capables les soldats français. Vous regardez vos camarades. La plupart ne sont pas des militaires de carrière. Ce sont des commerçants de Marseille, des paysans de Bretagne, des soldats des troupes coloniales du Tchad et du Sénégal. Ce sont des Français libres, des hommes qui ont refusé d'accepter la défaite en 1940 quand leur gouvernement a capitulé. Ils ont gagné l'Afrique par la mer, traversé des déserts à pied et rejoint le rêve impossible du général de Gaulle. Une France qui continue le combat. Et maintenant, cette troupe disparate d'exilés et de volontaires s'apprête à affronter, en plein désert, le pire terrain qui soit pour l'infanterie, la meilleure armée mécanisée du monde. Les Allemands s'attendent à ce que vous vous enfuyiez. Les Britanniques espèrent que vous tiendrez peut-être 3 jours. Mais ce que ni les uns ni les autres ne comprennent, c'est que vous ne vous battez pas pour du territoire. Vous ne vous battez même pas pour survivre. Vous vous battez pour quelque chose de bien plus dangereux. Vous vous battez pour prouver que la France n'est pas morte. Vous vous battez pour laver la honte de 1940. Vous vous battez parce que chaque homme ici a choisi d'être ici. Et les hommes qui choisissent leur bataille se battent autrement que ceux à qui on les impose. Avant de plonger dans cette histoire oubliée de défis et de sacrifices, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis les 4 coins du monde, reliées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Maintenant, essuyez le sable de vos yeux et regardez ce qui vous attend. Car dans les 15 prochains jours, ce coin obscur du désert libyen appelé Bir Hakeim va devenir le lieu où l'honneur militaire français reviendra d'entre les morts. Voici l'histoire de la manière dont 3700 hommes, sans chars, sans appui aérien et sans espoir d'être secourus, ont tenu tête à toute une armée germano-italienne. C'est l'histoire de Bir Hakeim. Pour comprendre pourquoi ces hommes étaient prêts à mourir dans le désert, il faut comprendre la blessure qu'ils portaient en eux. Il faut remonter 2 ans en arrière, jusqu'en juin 1940, au moment où la France, grande puissance militaire d'Europe, la nation de Napoléon et des poilus de Verdun, s'est tout simplement effondrée. La chute de la France en 1940 n'aurait jamais dû arriver. Sur le papier, la France avait la meilleure armée d'Europe. Elle avait plus de chars que l'Allemagne. Elle avait la ligne Maginot, merveille d'ingénierie de béton et d'acier censée rendre toute invasion impossible. Elle avait la Grande-Bretagne pour alliée et une tradition militaire qui remontait à des siècles. Et en 6 semaines, tout est parti en fumée. La Blitzkrieg allemande a enfoncé la forêt des Ardennes, un endroit que les généraux français déclaraient infranchissable aux chars. Ils avaient dit tort, tragiquement. Les Panzers se sont engouffrés comme l'eau à travers une digue rompue, coupant en 2 les armées françaises et britanniques. La légendaire machine militaire française, qui avait tenu les Allemands en échec pendant 4 ans durant la Première Guerre mondiale, s'est tout bonnement enrayée. On ne saurait exagérer le traumatisme de cette défaite. Des divisions françaises entières se sont rendues sans tirer un coup de feu. Le gouvernement a fui Paris. Le 14 juin 1940, des soldats allemands ont défilé sur les Champs-Élysées tandis que les Parisiens les regardaient, médusés depuis leurs fenêtres. La ville lumière s'est éteinte. La France qui avait été le phare de la Révolution, la France qui avait résisté à la tyrannie à Verdun, la France de Lafayette et de Jeanne d'Arc, a signé un armistice qui a coupé le pays en 2 et transformé le gouvernement en marionnette de Berlin. La plupart des officiers et des soldats français ont accepté cette nouvelle réalité. Ils se disaient que ce serait provisoire, qu'il n'y avait pas lieu de verser davantage de sang, que la coopération avec l'Allemagne était peut-être le choix le plus pragmatique. Mais un petit groupe d'hommes ne pouvait s'y résoudre. Ils voyaient dans l'armistice rien d'autre qu'une capitulation.
Ils regardèrent le gouvernement collaborationniste de Vichy et n'y voyaient que des traîtres. Et ils ont fait un choix qui allait définir le reste de leur vie. L'un de ces hommes était un général relativement inconnu, nommé Charles de Gaulle. De Gaulle avait été commandant de chars, l'un des rares officiers français à comprendre la guerre mécanisée moderne. Le 18 juin 1940, alors que la plupart des Français acceptèrent la défaite, de Gaulle se tenait dans un studio de la BBC à Londres et prononçait une allocution qui résonnerait dans l'histoire. Il déclara « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Et c'était un acte de défi magnifique, d'une arrogance spectaculaire. Qui était donc ce général de second plan pour contredire le gouvernement français? Qui était-il pour prétendre parler au nom de la France alors que les dirigeants légitimes du pays s'étaient rendus? Mais il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Des quatre coins de l'Empire français, des colonies d'Afrique jusqu'aux navires en mer, des soldats français ont commencé à déserter leurs postes et à rallier Londres. Ils ont abandonné leur carrière, leur famille, leur foyer. Beaucoup ne reverraient de jamais la France. Mais ils ne pouvaient pas vivre avec la défaite. Ils devinrent les forces françaises libres, les Français libres, et ils prêtèrent de serment, non pas à leur gouvernement, mais à une idée, celle d'une France qui ne plie pas. Parmi ces volontaires se trouvait un officier de carrière nommé Pierre Koenig. Né en 1898, il était assez âgé pour avoir combattu tout jeune homme dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il avait vu ce que la guerre moderne avait de pire. Il avait survécu à Verdun, ce broyeur de chair qui a englouti des centaines de milliers de vies. Ce n'était ni un romantique, ni un rêveur. C'était un militaire de carrière qui savait que les guerres se gagnent non par des charges héroïques, mais par la logistique, la discipline et l'emploi intelligent du terrain. Quand la France est tombée, Koenig se trouvait en Norvège, où il combattait les Allemands au sein d'un corps expéditionnaire allié. Il a vu la campagne de Norvège s'effondrer, il a vu les Britanniques te battre en retraite. Il a été évacué en Angleterre, et là, il a été confronté à un choix. L'armistice signifiait qu'il devait rentrer en France, accepter que la guerre était finie. Au lieu de cela, il est entré dans le bureau de recrutement du général de Gaulle et s'est engagé dans les forces françaises libres. Koenig apportait avec lui quelque chose d'inestimable, l'expérience. Alors que beaucoup des Français libres étaient des volontaires motivés, riches de courage plus que de formation, Koenig, lui, était un tacticien. Il maîtrisait la guerre interarmes. Il savait comment l'infanterie, l'artillerie et le génie devaient coopérer pour créer une défense capable de résister à la puissance de feu moderne. Et il allait bientôt avoir l'occasion de le prouver. En 1941, les forces françaises libres passaient encore pour une plaisanterie aux yeux de la plupart des commandants alliés. Elles ne comptaient que quelques milliers d'hommes éparpillés sur divers fronts. Les Britanniques les toléraient, parce que De Gaulle était utile à la propagande, mais personne ne s'attendait à ce qu'il livre de vrais combats. On confiait aux Français libres des tâches de garnison coloniale, des postes d'arrière, tout ce qui permettait de les tenir à l'écart de la vraie guerre. Mais Koenig voulait en découdre. Il voulait l'occasion de prouver que, bien encadrés et motivés, les soldats français comptaient toujours parmi les meilleurs combattants du monde. Il plaida sans relâche pour qu'on confie à ces hommes une mission de combat. Et, finalement, en 1941, il obtint gain de cause. La brigade française libre fut envoyée en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, en 1941, était un échiquier cauchemardesque de guerre désertique. La 8e armée britannique était engagée dans une lutte acharnée faite d'aller-retour avec l'Afrika Korps allemand. La ligne de front oscillait à travers la Libye comme un pendule, aucune des deux armées n'étant capable d'asséner le coup de grâce. Le désert était le champ de bataille le plus étrange de la Seconde Guerre mondiale. Pas de civils, pas de villes à prendre, pas de ressources à exploiter, rien que du sable, de la roche, la chaleur, et deux armées qui tentaient de s'anéantir dans le vide. La clé de la guerre du désert tenait à la logistique et à la mobilité. Celui qui ravitaillait ses troupes et se déplaçait le plus vite l'emportait en général. Et les Allemands avaient les deux atouts. Ils avaient Erwin Rommel, un chef dont la brillante tactique lui valut le surnom de « renard du désert ». Et ils avaient de meilleurs chars, une meilleure coordination et surtout un meilleur moral. L'Afrika Korps se croyait invincible. Jusqu'ici, les faits lui donnaient raison. Les Français libres arrivèrent dans cet environnement au tout dernier échelon de la hiérarchie alliée. Ils disposaient d'un matériel dépassé, un mélange d'armes britanniques et françaises qui transformait le ravitaillement en cauchemar. Ils n'avaient pas de chars à eux, seulement quelques automitrailleuses. Ils comptaient moins de 4000 hommes, mais ils avaient ce que les Britanniques n'avaient pas. Ils n'avaient rien à perdre. Koenig entraîna ses hommes avec une rigueur obsessionnelle. Il savait qu'il finirait par affronter les blindés allemands et que de l'infanterie légère sans appui de chars n'avait qu'une chance face au Panzer, la préparation défensive. Il forma ses hommes à l'art de créer des zones de destruction, des champs de tir, des positions défensives imbriquées.
Il leur apprit à utiliser le désert lui-même comme une arme, à transformer le vide en piège. Au printemps 1942, la situation stratégique en Afrique du Nord atteignit un point critique. Rommel préparait une offensive de grande ampleur. Son objectif était d'écraser la 8e armée britannique, de s'emparer du port de Tobrouk, puis de foncer jusqu'au Caire et au canal de Suez. S'il y parvenait, il couperait la ligne de vie britannique vers l'Inde et l'Extrême-Orient. Tout le Moyen-Orient tomberait sous le contrôle de l'Axe. Ce serait l'une des victoires les plus décisives de la guerre. Le commandant britannique, le général Claude Auchinleck, savait que l'offensive approchait. Les services de renseignement britanniques avaient percé les codes allemands et pouvaient lire les plans de Rommel. Mais savoir qu'une attaque arrive et l'arrêter sont deux choses bien différentes. Auchinleck devait mettre en place une ligne défensive suffisamment solide pour encaisser le premier choc de Rommel et briser son élan. La stratégie défensive britannique reposait sur une série de positions fortifiées qui s'étiraient à travers le désert, de la côte méditerranéenne jusqu'à un escarpement appelé Bir Hakeim. Ce n'étaient ni des châteaux ni des villes. Ce n'étaient que des bouts de désert, mais on les avait transformés en forteresses. Chaque position était entourée de champs de mines, de barbelés et d'emplacements d'artillerie. L'idée était de créer une série de points d'appui que les Allemands ne pourraient pas simplement contourner. Il leur faudrait s'arrêter, se déployer et se battre pour chaque position, ce qui les ralentirait et permettrait aux Britanniques de contre-attaquer. Le problème, c'était Bir Hakeim. C'était le point le plus au sud de la ligne défensive, planté au beau milieu de nulle part. C'était le point d'ancrage de toute la défense, mais aussi le plus vulnérable. Si les Allemands prenaient Bir Hakeim, ils pourraient déborder toute la ligne britannique et attaquer par l'arrière. Toute la stratégie défensive s'effondrerait. Auchinleck avait besoin de quelqu'un pour tenir Bir Hakeim, et il fallait que ce quelqu'un la tienne même encerclée, même isolée, même sans aucun espoir de secours. C'était une mission suicide, mais une mission cruciale. Et il la confia aux Français libres. Quand Koenig reçut ses ordres, il comprit aussitôt ce qu'on attendait de lui. Les Britanniques offraient à ces hommes l'occasion de mourir glorieusement, mais il leur confiait aussi la position la plus importante du champ de bataille. Pour une formation qui avait passé 2 ans à être traitée comme une force auxiliaire de second rang, c'était un honneur amer. Mais Koenig l'accepta sans hésiter. Il rassembla ses officiers et leur dit sans détour « Nous allons à Bir Hakeim. Nous allons nous enterrer, et nous tiendrons jusqu'à mourir ou jusqu'à la victoire des Britanniques. Il n'y a pas de troisième option. » La position de Bir Hakeim n'avait rien d'impressionnant à voir. Ce n'était qu'un léger renflement du désert, avec quelques vieux puits qui lui avaient donné son nom. Bir Hakeim signifie « les puits du sage » en arabe, mais il n'y avait rien de sage dans ce que les Français s'apprêtaient à y faire. La position faisait environ 12 km de pourtour, un quadrilatère grossier de sable et de roches. C'était trop vaste pour être défendu par 3700 hommes en temps normal. Mais Koenig ne prévoyait pas une défense normale. Les Français libres arrivèrent à Bir Hakeim en février 1942. Ils disposaient de 3 mois pour se préparer avant le déclenchement attendu de l'offensive de Rommel. 3 mois pour transformer un désert vide en forteresse. 3 mois pour aménager une position capable d'encaisser tout le poids des blindés et de l'artillerie allemand. C'était à peine suffisant, mais Koenig était un maître en matière de fortification. La priorité absolue, c'était les mines. Des milliers et des milliers de mines. Les Français libres posèrent plus de 100 000 mines terrestres autour de Bir Hakeim. Ils créèrent plusieurs ceintures de champs de mines, percées de passages étroits que seuls les Français connaissaient. Tout char qui tenterait d'assaillir la position devrait se frayer un chemin dans un dédale d'explosifs. Et même s'il s'en sortait, il serait canalisé vers des zones de mort où les canons anti-chars français l'attendaient. Derrière les champs de mines, Koenig plaça son artillerie. Il n'avait que quelques dizaines de pièces, mais il les disposa avec soin pour créer des champs de tir croisés. Toute troupe d'infanterie allemande qui tenterait de franchir les mines essuierait une pluie d'éclats. La clé, c'était la concentration des forces. Koenig ne pouvait pas défendre partout, alors il ne s'y risqua pas. Il aménagea des points d'appui où sa puissance de feu était concentrée et accepta qu'il y aurait des intervalles. Mais ces intervalles étaient de bouchés par des mines. Les Français creusèrent comme des forcenés. Dans le désert, le seul abri est celui qu'on se construit soi-même. Ils aménagèrent des milliers de positions de combat, des tranchées-abris assez profondes pour protéger un homme de l'artillerie, des abris de commandement couverts de bois de récupération et recouverts de sable. La chaleur était insupportable. Le jour, la température atteignait 50 degrés Celsius. Les hommes travaillaient au petit matin et en fin de journée et dormaient dans le moindre coin d'ombre qu'ils pouvaient trouver pendant les heures accablantes de midi. L'eau était rationnée de façon impitoyable. Chacun recevait moins de 2 litres par jour qui devaient en suffire à boire, cuisiner et se laver. Par une telle chaleur, 2 litres suffisent à peine à survivre. Pour creuser des fortifications, c'est dérisoire. Les lèvres des hommes se craquelaient et saignaient. Leur langue enflait.
Mais ils continuaient à creuser parce qu'ils savaient que chaque centimètre de profondeur pouvait faire la différence entre la vie et la mort quand les bombes se mettraient à tomber. Koenig organisa aussi ses forces avec une efficacité brutale. Il divisa sa brigade en secteurs, chacun confié à un officier en qui il avait confiance. Le secteur nord était tenu par la Légion étrangère, unité de soldats professionnels venus de toute l'Europe qui avaient rejoint l'armée coloniale française. Ces hommes étaient des vétérans aguerris, dont beaucoup étaient des républicains espagnols ayant fui la dictature de Franco. Ils n'avaient nulle part où rentrer, ce qui en faisait des soldats parfaits. Ils préféraient mourir plutôt que reculer. Le secteur était tenu par des troupes coloniales, les tirailleurs sénégalais et d'autres unités d'Afrique française. Ces hommes avaient parcouru des milliers de kilomètres loin de chez eux pour se battre pour un pays qui les avait colonisés. Leur motivation était complexe, mélange de loyauté envers la France, d'orgueil personnel et du désir de se montrer à la hauteur des soldats européens. Ils étaient souvent sous-estimés par leurs ennemis, ce qui était une erreur fatale. Les secteurs sud et ouest étaient tenus par des troupes françaises de métropole, des hommes de France même qui avaient échappé à l'occupation. Beaucoup d'entre eux étaient émus par une haine viscérale des Allemands. Ils avaient vu leur pays envahi, leurs amis tués, leurs familles asservies. Bir Hakeim était pour eux l'occasion de prendre leur revanche. Au centre de la position, Koenig installa son quartier général dans un abri profond. De là, il pouvait communiquer avec ses commandants de secteur par radio et téléphone de campagne. Il mit aussi en place un poste de secours pour les blessés, des dépôts de munitions soigneusement dispersés afin qu'un seul coup chanceux ne détruise pas tout son stock et un parc pour les quelques véhicules dont il disposait. En mai 1942, Bir Hakeim avait cessé d'être un désert vide pour devenir une machine à tuer. De l'extérieur, cela ne payait pas de mine, quelques broussailles et de légères ondulations du sable. Mais sous la surface se dissimulait un réseau de tranchées, de bunkers, d'emplacements de tir et de champs de mines qui feraient de toute attaque un cauchemar. Koenig fit une dernière fois le tour du périmètre avant le début de la bataille. Il savait que son dispositif était aussi bon que possible avec les moyens dont il disposait. Il ne restait plus qu'à attendre la tempête. Le 26 mai 1942, Rommel lança l'opération Venetia, sa grande offensive destinée à détruire la 8e armée britannique et à s'emparer de Tobrouk. Le plan était d'une élégante simplicité. Rommel enverrait l'infanterie italienne droit sur les positions britanniques du Nord pour faire diversion. Pendant ce temps, sa force mobile de choc, l'Africa Corps et la division blindée italienne Ariete déborderaient par le sud la ligne défensive britannique, dépasseraient Bir Hakeim, puis obliqueraient vers le nord pour attaquer les Britanniques par l'arrière. C'était la manœuvre classique de Rommel, celle qui avait maintes fois fait ses preuves dans le désert. Mais elle reposait sur une hypothèse cruciale que Bir Hakeim pouvait être ignoré. Les renseignements de Rommel lui indiquaient que Bir Hakeim était tenu par un petit détachement des forces françaises libres. Il estimait qu'ils étaient peut-être 1500 tout au plus. Son plan prévoyait une force d'écran pour les contenir tandis que l'attaque principale filait au-delà. Les Français n'étaient censés être qu'un simple contretemps, sûrement pas une menace. Rommel était sur le point d'apprendre à ses dépens que ses renseignements étaient catastrophiquement erronés. Dans la nuit du 26 mai, vous tenez un poste d'observation avancé sur la lisière sud de Bir Hakeim. Vous ne voyez rien, la lune ne s'est pas encore levée, mais vous sentez quelque chose, c'est comme une pression dans l'air, juste avant l'orage. Et puis, vous l'entendez. Un grondement sourd venu du sud, si profond et continu qu'on le prend d'abord pour un tonnerre lointain. Mais le grondement ne cesse pas, il enfle, et soudain, vous comprenez ce que vous entendez. Des moteurs, des centaines de moteurs. Vous attrapez votre téléphone de campagne et appelez le QG. La voix posée, vous signalez « Mouvement au sud, véhicules lourds en grand nombre ». Au QG, Koenig prend le message avec calme. Il s'y attendait. Il ordonne la mise en alerte. Chaque homme sort du trou où il dormait et gagne son poste sur la ligne de feu. L'attente est terminée. À l'aube du 27 mai, le désert se dévoile. Et ce que vous voyez, vous noue l'estomac. Tout l'horizon sud est barré par un nuage de poussière si vaste qu'on dirait une tempête de sable. Mais ce n'est pas une tempête de sable, c'est l'Africa Corps. Des centaines de chars avancent en formation, escortés par des milliers de camions chargés d'infanterie, d'artillerie et de ravitaillement. Jamais vous n'avez vu pareille concentration de blindés, un tsunami mécanique déferlant sur le désert. Le plan allemand prévoit que les divisions mobiles contournent Bir Hakeim par le sud en lui ménageant un large contournement. Elles ne sont pas censées engager le combat. Mais tandis que les colonnes allemandes défilent, il se passe quelque chose d'inattendu. L'artillerie des Français libres ouvre le feu. Koenig vient de prendre une décision qui va marquer toute la bataille. Il refuse de se laisser ignorer par les Allemands. S'ils veulent passer devant Bir Hakeim, il leur faudra le faire sous le feu. Les 75 Français se mettent à marteler les colonnes allemandes. À cette distance, les obus ne font pas forcément des ravages, mais ils obligent les Allemands à réagir.
les camions font des embardées, les équipages ferment les trappes, l'allure régulière de l'avance est rompue. Rommel se trouve avec l'avant-garde de l'Afrika Korps quand lui parviennent des rapports de tirs d'artillerie venant de Bir Hakeim. Il est agacé mais pas inquiet. Il transmet par radio l'ordre à la division italienne Ariete de s'occuper de la position française tandis que les Allemands poursuivent vers le nord. C'est une manœuvre d'écran classique. Les Italiens fixeront les Français sur place, et une fois les forces britanniques de principal battues, on pourra réduire Bir Hakeim à loisir. Mais le commandant italien, le général Baldassare, comprend vite qu'il ne s'agira pas d'une simple opération d'écran. Ses éclaireurs rapportent que Bir Hakeim est bien plus solidement défendu que ne l'indiquaient les renseignements. Les champs de mines sont étendus. Les Français disposent d'une artillerie conséquente. Et rien n'indique qu'ils comptent de reculer ou se rendre. Baldassare demande l'appui de l'infanterie et commence à déployer sa division pour un assaut en règle. Du point de vue allemand, c'est déjà un problème. Le principe même de l'opération mobile, c'est la vitesse. Chaque heure passée à s'occuper de Bir Hakeim est une heure dont les Britanniques se profitent pour réorganiser leur défense. Mais Rommel reste confiant. Il estime que les Italiens peuvent s'occuper d'une brigade française. Il leur ordonne de s'emparer rapidement de la position, puis poursuit vers le nord avec ses panzers. Ce que Rommel ne comprend pas encore, c'est qu'il vient de commettre une erreur catastrophique. Il a divisé ses forces face à une position défensive préparée. Et il a sous-estimé son ennemi. Les hommes de Bir Hakeim n'ont pas l'intention de se rendre. Ils n'ont pas l'intention de reculer. Ils se battront jusqu'à la dernière cartouche ou jusqu'au dernier homme. Ce qui signifie que le flanc sud de Rommel est sur le point de devenir un secteur très dangereux. L'assaut italien sur Bir Hakeim débute pour de bon dans l'après-midi du 27 mai. La division Ariete approche par le sud avec environ 60 chars, appuyés par de l'infanterie motorisée. C'est un assaut en règle. Les chars avancent en ligne, tirant en mouvement pour clouer les défenseurs au sol. Derrière eux, l'infanterie montée sur camion attend que les chars percent les défenses afin d'exploiter la brèche. Mais lorsque les chars italiens atteignent la bordure des champs de mines français, tout tourne mal. Les chars de tête sautent sur les mines et explosent. Les chenilles sont arrachées. Les équipages évacuent et filent à se mettre à couvert. La colonne qui suit s'immobilise sans savoir où s'arrête le champ de mines. Les sapeurs italiens se précipitent en avant pour ouvrir des passages, mais ils essuient des tirs de mitrailleuses venus de positions françaises qu'ils ne voient même pas. Les sapeurs subissent des pertes et se replient. Le commandant des chars italiens décide de contourner les champs de mines. Il ordonne à ses chars restants de se déployer et de chercher des trouées. Mais c'est exactement ce que Koenig a prévu. À mesure que les chars italiens s'éparpillent, ils s'exposent à un feu concentré des canons anti-chars français disposés en position se couvrant mutuellement. Les Français utilisent des canons anti-chars britanniques de 6 livres et, à ces distances, ces armes percent le blindage des chars italiens avec une relative facilité. Les chars italiens s'embrasent les uns après les autres. Les servants français sont calmes, méthodiques. Ils se sont entraînés pour ce moment pendant des mois. Ils laissent les chars s'approcher, parfois jusqu'à 500 mètres à peine, puis ils ouvrent le feu. Le premier coup met généralement le char hors de combat. Le second l'achève. Les épaves en flammes créent des obstacles qui canalisent les autres chars vers des positions encore pires. À la nuit tombante, le 27 mai, l'assaut italien est complètement enrayé. Ils ont perdu plus d'une douzaine de chars et des centaines de fantassins et ils n'ont même pas atteint la principale ligne de défense française. Les commandants italiens sont sidérés. Cela devait être une simple opération de ratissage. À la place, ils se heurtent à un ennemi déterminé, solidement retranché, manifestement prêt à mourir plutôt que de se rendre. Cette nuit-là, Koenig reçoit un message radio du quartier général britannique. Le message est laconique « Tenez Bir Hakeim ». Rommel a contourné les principales positions britanniques et fonce vers le nord. Il s'est trop avancé. Si vous pouvez fixer son flanc sud, nous pourrons contre-attaquer et l'isoler. Tenez le plus longtemps possible. L'aide est en route. Koenig ne croit pas à la promesse d'une aide à venir, mais cela n'a aucune importance. Il n'avait de toute façon aucune intention de se replier. Il réunit ses officiers et leur expose la situation. « Messieurs, Rommel file vers le nord, il se croit déjà vainqueur, à nous de lui prouver le contraire. Tant que nous tenons cette position, son flanc reste à découvert. Chaque jour que nous tenons donne aux Britanniques un jour de plus pour s'organiser. Chaque soldat allemand envoyé contre nous est un soldat qui n'attaque pas les Britanniques. Nous ne nous battons pas pour Bir Hakeim. Nous nous battons pour l'Égypte. Nous nous battons pour toute la campagne d'Afrique du Nord. Et oui, nous nous battons pour la France. Les mots sont exaltants, mais la réalité est d'eau sombre. Les Français libres sont désormais complètement encerclés. Les Allemands sont au nord, les Italiens au sud et à l'est. Il n'y aura ni renfort, ni ravitaillement, ni retraite. Chaque balle, chaque obus, chaque goutte d'eau à Bir Hakeim, c'est tout ce sur quoi ils peuvent compter. Et en face, l'ennemi les surpasse en nombre de plus de 10 contre 1.
Mais tandis que les hommes s'installent dans leur position pour la deuxième nuit, il se produit quelque chose de remarquable. Pas de panique, pas de défaitisme. Au contraire, une détermination farouche. Ces hommes savent qu'ils vont probablement mourir ici. Mais ils savent aussi que leur mort aura un sens. Pour la première fois depuis 1940, des soldats français tiennent et se battent. Pour la première fois depuis 2 ans, la France fait entendre sa voix sur le champ de bataille. Et ils entendent la faire entendre à travers le grondement de l'artillerie et le hurlement des bombardiers en piqué. La bataille de Bir Hakeim a véritablement commencé. Le 28 mai se lève sur un spectacle qui briserait le moral de la plupart des hommes. Les Italiens ont été renforcés durant la nuit. Leur artillerie est arrivée et ils ont installé des batteries en large arc autour des secteurs sud et est de Bir Hakeim. Depuis votre position, vous comptez les canons, au moins 60 pièces, de canons de campagne de 75 mm à de lourds obusiers de 150 mm. Et, à mesure que le jour se lève, vous voyez ce qui se trouve derrière eux, d'autres chars, d'autres camions, d'autres soldats. L'étau se resserre, à 8 heures du matin, le bombardement commence. Vous n'avez jamais rien vécu de tel. Les artilleurs italiens ne visent pas des objectifs précis. Ils saturent simplement toute la position française d'obus explosifs. Les obus hurlent au-dessus de vos têtes et éclatent à un rythme soutenu. Le sol tremble sans discontinuer. La poussière et la fumée emplissent l'air au point que vous ne distinguez plus guère 10 mètres devant vous. Vous êtes accroupi dans votre trou de combat, une excavation d'environ 2 mètres de profondeur, couverte de sacs de sable et de bois de récupération. Chaque fois qu'un obus tombe à proximité, la terre vous retombe dessus. Le souffle vous frappe la poitrine comme un coup de poing invisible. Vous essayez de compter les obus, mais vous perdez le compte après la centaine. Le bombardement dure 2 heures, sans pause. C'est à cela que Koenig s'était préparé. Les positions profondes protègent les hommes de tout, sauf d'un coup direct. Les pertes dues au bombardement sont étonnamment légères. Peut-être une douzaine d'hommes tués ou grièvement blessés. Mais l'impact psychologique est énorme. 2 heures de pilonnage ininterrompu suffisent à briser la plupart des unités. Quand le barrage d'artillerie cesse enfin et que l'infanterie italienne commence à avancer, les assaillants s'attendent à trouver une défense en miettes, des hommes traumatisés prêts à se rendre. Au lieu de cela, ils trouvent des soldats français qui sortent de leurs trous et prennent leurs armes avec des gestes assurés. La Légion étrangère, sur le secteur nord, ouvre le feu aux mitrailleuses et aux fusils à 400 mètres. L'infanterie italienne qui avance en longue ligne à découvert dans le désert est fauchée par rangées entières. Ceux qui ne se plaquent pas aussitôt au sol sont tués dans les 30 premières secondes. Les Italiens tentent d'utiliser leurs chars pour réduire au silence les positions françaises, mais les canons anti-chars ouvrent à nouveau le feu. À ces distances, les artilleurs français ne peuvent ne pas manquer. Ils tirent en visant à vue, c'est-à-dire qu'ils voient littéralement leur cible. Un char après l'autre est touché. Certains explosent. D'autres s'immobilisent, la fumée s'échappant à flot du compartiment moteur, l'équipage qui s'en extrait en hâte et court se mettre à couvert. À midi, l'attaque italienne a de nouveau échoué. Ils se replient pour se regrouper, laissant derrière eux d'autres véhicules en flammes et des soldats morts. Les Français ont tenu, mais Koenig sait que ce n'est qu'un début. Les Italiens sondent ces défenses à la recherche de points faibles. Lorsqu'ils en trouveront un, ils y concentreront leurs forces et tenteront de percer. Et tôt ou tard, ils en trouveront un. Aucune défense n'est parfaite. Cet après-midi-là, quelque chose de pire que l'artillerie arrive. La Luftwaffe. Rommel a demandé un appui aérien pour préparer Bir Hakeim avant le prochain assaut. Les Allemands envoient des Junker Ju 87 Stuka, les fameux bombardiers en piqué qui ont terrorisé les troupes au sol dans toute l'Europe. Les Stuka sont conçus pour un seul but, le bombardement de précision sur des objectifs au sol. Ils sont équipés de sirènes qui hurlent pendant le piqué, une arme psychologique destinée à briser la volonté de l'ennemi avant même que les bombes ne tombent. Tu les entends avant de les voir, ce hurlement strident, reconnaissable entre tous, qui sonne comme la fin du monde. Les Stuka apparaissent comme des points noirs dans le ciel, tournoyant bien au-dessus de Bir Hakeim tels des vautours. Puis, l'un après l'autre, ils basculent et piquent presque à la verticale. Les sirènes atteignent un crescendo qui noie tous les autres bruits. Tu te plaques au fond de ta tranchée et tu pries. Les bombes tombent avec une précision dévastatrice. Chaque Stuka emporte sous le fuselage une seule bombe de 500 kg. Quand ces engins explosent, ils creusent des cratères assez grands pour engloutir un camion. L'onde de choc peut tuer un homme à 20 mètres rien que par la surpression. Les Stuka frappaient les positions d'artillerie françaises, cherchant à détruire les pièces qui ont tant abîmé les chars italiens. Mais c'est là que les préparatifs défensifs de Koenig portent une fois encore leurs fruits. Les Français ont creusé des emplacements de repli pour chaque pièce. Dès que les Stuka apparaissent, les servants abandonnent leurs canons et se mettent à l'abri dans des abris profonds.
Une fois le raid passé, ils ressortent et font le bilan des dégâts. Certaines pièces sont détruites, oui, mais la plupart s'en sortent. Et dans l'heure, les pièces tirent de nouveau. Les raids de Stuka se succèdent chaque après-midi pendant la semaine suivante. Les Allemands enchaînent les missions, larguant des tonnes d'explosifs sur les positions françaises. Vu du ciel, Bir Hakeim doit ressembler à la surface de la Lune. Des cratères et de la fumée, rien d'autre. Mais quand la poussière retombe et que l'infanterie italienne tente d'attaquer, elle se heurte toujours à la même résistance farouche. Les Français sont toujours là, toujours combatifs, tenant bon. Ce que les Allemands ne comprennent pas, c'est l'état d'esprit des hommes qu'ils affrontent. Ce ne sont pas des conscrits qu'on peut briser par la terreur. Ce sont des volontaires qui ont déjà tout perdu. Beaucoup ne reverront jamais la France. Beaucoup ont leur famille sous l'occupation nazie. Ils se battent avec la rage désespérée de ceux qui n'ont plus rien à perdre et tout à prouver. Tu peux les bombarder, les pilonner, les mitrailler, tu ne les feras pas céder. Au 1er juin, la situation est devenue critique pour Rommel. Son effort principal vers le nord se heurte à de sérieux problèmes. Les Britanniques ont contre-attaqué et détruit plusieurs divisions italiennes. Les panzers de Rommel commencent à manquer de carburant et de munitions. Ces lignes de ravitaillement sont trop étirées et sans cesse harcelées par les colonnes mobiles britanniques. Toute l'offensive risque de s'effondrer. Et malgré tout cela, Bir Hakeim reste aux mains des Français. Ce n'est plus seulement un problème tactique, c'est devenu un symbole. Chaque jour où les Français libres tiennent bon est un jour de plus qui prouve que Rommel n'est pas invincible. Chaque perte infligée aux Italiens, c'est un soldat de moins disponible pour la bataille principale. La position qui devait n'être qu'un théâtre secondaire est devenue une sérieuse épine dans le pied de l'Africa Korps. Rommel tranche. Il va devoir s'occuper de Bir Hakeim en personne. Il ne peut pas se permettre de laisser ce bastion ennemi derrière lui. Il ordonne à la 90e division légère de l'Africa Korps de se joindre aux Italiens pour l'assaut contre Bir Hakeim. Il réclame aussi davantage d'appui aérien. La Luftwaffe répond en affectant un groupe de bombardement entier à la mission. Bir Hakeim s'apprête à subir tout le poids de la puissance militaire allemande. Le 2 juin, la physionomie de la bataille change du tout au tout. Les attaques de reconnaissance cessent. À la place s'installe un siège méthodique. Les Allemands et les Italiens resserrent l'encerclement jusqu'à ce que plus rien ne puisse entrer ni sortir de Bir Hakeim. Ils amènent de l'artillerie lourde dont des pièces de 170 mm capables de détruire un blockhaus d'un seul coup. Ils établissent des positions avancées au plus près des champs de mines français et entreprennent le patient travail d'ouvrir des passages à travers les mines. Le bombardement devient constant. Il n'y a plus de répit entre les attaques. Les obus tombent de jour et nuit. Les Stuka reviennent toutes les quelques heures, rejoints par des bombardiers Heinkel volant à plus haute altitude. La DCA française riposte désespérément, mais elle est totalement submergée par le nombre. Une à une, les pièces anti-aériennes sont détruites par des tirs de contre-batterie. À l'intérieur de Bir Hakeim, les conditions se dégradent rapidement. La chaleur est insupportable, dépassant régulièrement les 50 degrés Celsius. L'eau vient cruellement à manquer. Les hommes sont à la ration du quart, soit moins d'1 litre par jour. Ils sont déshydratés, épuisés, couverts de poussière et de sang séché. Le poste de secours est submergé de blessés. Il n'y a plus de morphine. Les grands blessés n'ont d'autre choix que d'endurer la douleur. Mais ils ne craquent pas. Koenig circule sans cesse d'une position à l'autre, se montrant aux hommes. Toujours calme, toujours sûr de lui. Quand un soldat lui demande combien de temps ils doivent tenir, il ne ment pas. Il répond « jusqu'à ce que nous recevions l'ordre de nous replier ou jusqu'à ce que nous soyons tous morts ». Ce qui arrivera en premier. Ce n'est pas galvanisant, mais c'est honnête et les hommes le respectent pour cela. Le 6 juin, les Allemands tentent une nouvelle tactique, la guerre psychologique. Ils installent des haut-parleurs et diffusent des messages en français dans Bir Hakeim. La voix est cultivée, bienveillante. Elle dit « Soldats français, pourquoi mourrez-vous pour les Britanniques ? Les Britanniques vous ont abandonné à Dunkerque. Ils ont coulé votre flotte à Mers el-Kébir. Vous ne leur devez rien. Nous, Allemands, respectons les Français. Nous n'avons rien contre vous. Déposez les armes. Vous serez traités en prisonniers de guerre avec tous les honneurs. C'est votre dernière chance. Rendez-vous maintenant ou mourrez. » La réponse des positions françaises est immédiate et sans équivoque. Chaque homme qui peut se permettre un tir ouvre le feu en direction des haut-parleurs. Mitrailleuses, fusils, même des pistolets. Le message est clair. Les Français libres n'ont aucune intention de se rendre. La tentative de guerre psychologique échoue complètement. Cette nuit-là, Koenig reçoit un message radio du général Ritchie, le commandant britannique. Le message est franc, Bir Hakeim a fait plus que ce que l'on attendait. Vous avez tenu 10 jours contre toute attente. Vous avez fixé 2 divisions de l'Axe et infligé de lourdes pertes. Mais la situation devient intenable. La contre-offensive britannique s'est enlisée. Nous ne pouvons pas forcer le passage jusqu'à vous. Vous devez vous préparer à évacuer la position. Des ordres détaillés suivront. Koenig réunit ses officiers. Il leur expose la situation. Ils vont tenter une percée. Ce sera de nuit, à pied, à travers les lignes allemandes et italiennes.
Il faudra laisser derrière eux les blessés incapables de marcher, les véhicules, le matériel lourd, tout. Ils n'emporteront que leurs armes et autant d'eau qu'ils pourront. Les chances de réussite sont minces. Les chances que tous s'en sortent sont quasiment nulles. Mais c'est encore mieux que rester à Bir Hakeim à attendre la mort quand les Allemands finiront par percer. La percée est prévue pour la nuit du 10 au 11 juin. Cela leur laisse encore 4 jours à tenir. 4 jours de plus de bombardements, d'attaques de Stuka, d'assauts incessants. 4 jours de plus pour prouver que les soldats français peuvent tenir contre tout ce que l'ennemi leur oppose. Ces 4 jours comptent parmi les plus intenses de toute la bataille. Les Allemands savent que le temps leur est compté. Ils sentent que les Français faiblissent. Le rythme des tirs de riposte a diminué. Certaines positions ont été abandonnées. Les Allemands lancent attaque sur attaque, cherchant le point de rupture. Le 8 juin, l'infanterie allemande de la 90e division légère parvient à franchir les champs de mines extérieurs au nord-est du périmètre. Il se ferait un passage à travers les mines à un prix terrible, perdant des dizaines d'hommes dans les explosions, mais il passe. Pendant quelques heures, des soldats allemands sont effectivement à l'intérieur de la zone défensive de Bir Hakeim, au corps à corps avec la Légion étrangère. Les combats sont d'une brutalité féroce, à bout portant. Des hommes s'empoignent dans la poussière. Baïonnettes, couteaux, crosses de fusil, tout ce qui peut tuer. Les Allemands ont l'avantage du nombre. Les Français, celui de la rage du désespoir. La bataille va et vient à travers un paysage de cratères d'obus et de blocos détruits. Koenig engage sa dernière réserve, une compagnie d'hommes gardés en arrière précisément pour ce genre d'urgence. Il contre-attaque de baïonnettes au canon en hurlant l'ancien cri de guerre français « En avant, en avant !» La pénétration allemande est contenue. À la tombée de la nuit, la brèche a été colmatée avec les corps des hommes qui l'ont défendue. Des dizaines de soldats français et allemands gisent de morts sur un espace pas plus grand qu'un terrain de football. Le 9 juin apporte le bombardement le plus violent. La Luftwaffe effectue plus de 200 sorties contre Bir Hakeim en une seule journée. La position entière disparaît sous un linceul de fumée et de poussière. Les explosions sont si constantes qu'elles se fondent en un seul grondement continu. Des hommes perdent l'ouïe. Ils vomissent sous l'effet des déflagrations. Blottis dans leurs trous, ils se demandent combien de temps encore le monde pourra continuer à trembler ainsi. Mais même au cœur de cet enfer, les pièces françaises continuent de tirer. Pas autant qu'avant, car tant d'entre elles ont été détruites. Mais assez pour faire payer aux Allemands chaque mètre de terrain. Assez pour prouver que Bir Hakeim est toujours vivant, toujours dangereux, toujours français. Dans la nuit du 10 juin, après 15 jours de combats ininterrompus, après avoir déjoué toutes les attentes et brisé tous les pronostics, les Français libres se préparent à quitter la position qu'ils ont tenue au prix de sacrifices terribles. Les ordres de Koenig sont simples, détruire tout ce qui ne peut pas être emporté. Clouer les canons restants, brûler les véhicules, ne rien laisser à l'ennemi. L'évacuation commence à minuit. Le plan est de se déplacer en colonne par une brèche dans l'encerclement allemand au nord-ouest. La reconnaissance britannique a repéré ce qu'elle estime être un point faible des lignes ennemies. Les Français devront marcher 15 km, de nuit, à découvert, à travers le désert, emportant leurs blessés, tandis que les forces allemandes et italiennes les traquent. C'est insensé, c'est désespéré, c'est la seule option qui leur reste. Les colonnes se forment en silence. Les hommes vérifient une dernière fois leurs armes. Ils disent adieu aux blessés trop grièvement atteints pour être déplacés, leur promettant de revenir les chercher tout en sachant que c'est un mensonge. Les grands blessés resteront avec un médecin et le peu de ravitaillement qu'on peut leur laisser. Ils seront capturés lorsque les Allemands submergeront la position au matin. Mais au moins, ils vivront. À 1h du matin, le 11 juin, 3700 Français libres sortent de Bir Hakeim pour la dernière fois. Ils laissent derrière eux leur forteresse, leur matériel et plus de 200 de leurs camarades ensevelis dans des tombes sommaires. Mais ils emportent avec eux quelque chose de plus précieux, leur honneur. La sortie est l'un des épisodes les plus éprouvants de toute la campagne d'Afrique du Nord. Les colonnes françaises avancent dans l'obscurité, en silence absolu, pas un mot, pas de lumière. Même les blessés ont ordre de ne pas crier. On n'entend que le frottement des semelles sur le sable et le grondement lointain de l'artillerie. Ils atteignent la lisière des champs de mines qu'ils avaient eux-mêmes installés quelques semaines plus tôt. Des sapeurs s'avancent pour baliser les passages sûrs avec des rubans à peine visibles à la lueur des étoiles. Les colonnes s'engouffrent dans les brèches, les hommes posant la main sur le sac du camarade qui les précède pour ne pas se perdre. Un faux pas, et c'est la mort. La tension est insoutenable. Au-delà des champs de mines, ils atteignent les positions de couverture allemandes. Là, le plan se grippe. Un poste avancé allemand perçoit le mouvement et tire une fusée éclairante. Soudain, le désert se noie sous une lumière blanche, crue. Les Français sont totalement à découvert. Des milliers d'hommes sans le moindre abri. Les Allemands ouvrent le feu aussitôt. Les mitrailleuses fauchent les colonnes françaises. Des hommes s'écroulent en hurlant.
Les formations se disloquent tandis que les soldats se jettent vers le moindre couvert, ce qui, dans le désert, revient à se plaquer au sol et espérer. C'est le chaos, la panique, un cauchemar devenu réalité. Mais Koenig a prévu le coup. Il a organisé des unités d'arrière-garde chargées de créer une diversion si la sortie est repérée. Ces hommes chargent à présent les positions allemandes, tirant à la hanche, lançant des grenades, faisant autant de bruit et de confusion que possible. Ils se sacrifient pour donner une chance au gros de la troupe de s'échapper. Les colonnes principales profitent du chaos pour filer. Ils renoncent à la discrétion et foncent simplement vers le nord-ouest. Certains sont touchés et s'effondrent, d'autres s'arrêtent pour les aider et le paient de leur vie. Mais la plupart traversent le feu allemand et se perdent dans l'obscurité au-delà. Pendant les 6 heures qui suivent, les Français libres se dispersent dans le désert par petits groupes, tous cap au nord-ouest, vers les lignes britanniques. Ils sont harcelés par des patrouilles motorisées allemandes qui les traquent jusqu'à l'aube. Certains groupes livrent de petites escarmouches désespérées. D'autres se terrent dans des oueds et des ravins, attendant que les patrouilles passent. À midi, le 11 juin, les survivants commencent à atteindre les positions britanniques. Ils arrivent de par groupes de 10, 20, 50, titubants, l'uniforme en lambeaux, le visage noirci par la fumée et la poussière. Les soldats britanniques qui les accueillent sont sidérés. Ces hommes ont l'air de sortir tout droit de l'enfer. Ce qui, en un sens, est vrai. Vient l'heure des comptes. Sur les 3700 hommes qui ont défendu Bir Hakeim, environ 2600 atteignent les lignes britanniques. Plus d'1 millier sont morts, blessés ou faits prisonniers. Le prix est terrible, mais ce n'est pas une défaite. Les Français ont rempli leur mission. Ils ont tenu Bir Hakeim pendant 15 jours, bien plus longtemps que quiconque n'aurait cru possible. Ils ont fixé les divisions Trieste et Ariete, ainsi que la 90e division légère allemande, des forces qui auraient pu être décisives dans la bataille principale. Ils ont infligé plus de 3000 pertes aux forces de l'Axe. Et ils ont prouvé que la France libre n'était pas une construction de propagande, mais une force combattante bien réelle, capable de tenir tête aux meilleures unités que les Allemands pouvaient leur envoyer. L'impact de Bir Hakeim a eu des répercussions bien au-delà de la situation tactique immédiate. La nouvelle de la bataille est parvenue au monde extérieur par les émissions de la BBC et les articles de presse. Soudain, les Français libres n'étaient plus une obscure note de bas de page de la guerre. C'étaient des héros. Ils avaient tenu en respect l'Africa Korps de Rommel et pouvaient en témoigner. En Grande-Bretagne, la communauté des Français en exil a célébré. Pendant 2 ans, ils avaient enduré la honte de la défaite et l'humiliation d'être traités comme des assistés par les Britanniques. À présent, ils pouvaient relever la tête. Des soldats français s'étaient battus. Des soldats français avaient gagné, ou du moins n'avaient pas perdu, ce qui, dans les circonstances, revenait au même. En France occupée, la nouvelle a été acheminée clandestinement par les journaux clandestins et les émissions de la BBC que l'on écoutait en secret, malgré les risques. Pour les Français vivant sous la domination nazie, Bir Hakeim prouvait que la résistance était possible. C'était la preuve que la France n'était pas morte en 1940. L'ancien esprit combatif, l'esprit de Verdun et de la Marne, vivait encore au sein des forces françaises libres qui se battaient dans le désert. Mais l'effet le plus marquant se fit peut-être sentir sur le général Charles de Gaulle lui-même. De Gaulle avait engagé toute sa crédibilité politique sur l'idée que la France était toujours en guerre, que la France libre représentait la vraie France. Depuis 2 ans, cette affirmation était restée en grande partie théorique. Les Français libres avaient de bien participé à des opérations mineures, certes, mais rien qui prouvait qu'ils constituaient une force militaire sérieuse. Bir Hakeim a changé la donne. De Gaulle avait désormais la preuve que ces hommes savaient se battre. Il pouvait citer une bataille où des soldats français, inférieurs en nombre dans un rapport de 10 contre 1, avaient tenu bon et infligé de lourdes pertes à l'une des meilleures unités de l'armée allemande. Cela lui donnait du poids dans sa relation sans cesse conflictuelle avec Churchill et Roosevelt qui, l'un comme l'autre, le traitaient souvent comme un mal nécessaire plutôt que comme un véritable allié. De Gaulle a rendu visite aux survivants de Bir Hakeim au Caire. Il a marché parmi eux, a serré des mains, a épinglé des décorations sur des uniformes en lambeaux, et il a prononcé des paroles appelées à devenir célèbres. « Vous avez rendu à la France son honneur militaire. Depuis 2 ans, nous subissons la honte de la défaite. Vous avez lavé cette honte de votre sang dans le désert. La France est fière de vous. L'histoire sera fière de vous. » C'était du De Gaulle à l'état pur, grandiose et théâtral. Mais c'était aussi vrai. Les hommes qui avaient tenu Bir Hakeim avaient accompli quelque chose qui dépassait les simples questions de tactique ou de stratégie. Ils avaient prouvé que l'armée française n'était pas morte, que la défaite de 1940 n'était pas la fin de l'histoire. Pour Koenig lui-même, Bir Hakeim fit sa réputation. Il fut promu général de division et se vit confier le commandement de formations plus importantes. Il allait ensuite se battre durant la campagne d'Italie et la libération de la France. Mais rien de ce qu'il fit par la suite pendant la guerre ne devait égaler l'exploit de ces 15 jours dans le désert.
Les Britanniques, qui avaient d'abord attribué la position de Bir Hakeim aux Français libres par nécessité et faute d'en attendre grand-chose, les regardaient désormais avec un respect sincère. Le général Auchinleck écrivit dans son rapport officiel « La brigade française libre a défendu Bir Hakeim avec une ténacité et un courage rarement égalés. Ils ont tenu une position qui, selon toute logique militaire, aurait dû tomber en 3 jours, et ils l'ont tenue pendant 15. Ce faisant, ils ont contribué de manière substantielle au succès final des Britanniques en Afrique du Nord. » Et Rommel alors? Que pensait le renard du désert de la bataille? Son jugement fut, comme à son habitude, sans détour. Il écrivit dans ses papiers personnels « Les Français de Bir Hakeim ont combattu avec un fanatisme que nous n'avions rencontré nulle part ailleurs. Leur équipement était inférieur et ils n'avaient aucun espoir de victoire. Et pourtant, ils ont continué de se battre. Au bout du compte, nous avons pris la position, mais le coût en temps et en perte fut bien trop élevé. Nous aurions dû les contourner purement et simplement. » Cette dernière phrase est peut-être la plus révélatrice. Rommel, maître de la guerre de mouvement, reconnaissait que sa décision d'attaquer Bir Hakeim avait été une erreur. La forteresse, qui ne devait être qu'un contretemps mineur, lui avait coûté une semaine cruciale et des milliers de soldats irremplaçables. Elle avait désorganisé toute son offensive à un moment critique. La bataille de Gazala, l'affrontement d'ensemble dont Bir Hakeim n'était qu'un élément, s'acheva par une victoire de l'Axe. Rommel s'empara bien de Tobrouk et refoula les Britanniques d'aide vers l'Égypte. Mais son offensive avait perdu son élan. Il ne parvint pas à percer les défenses britanniques à El Alamein et, en octobre 1942, le vent avait définitivement tourné contre lui. L'Africa Korps ne menacerait plus jamais le Caire ni le canal de Suez. Les historiens débattent encore du rôle exact de Bir Hakeim dans ce résultat. Rommel aurait-il pu l'emporter à El Alamein s'il avait disposé d'une semaine de manœuvre supplémentaire? S'il avait eu pour la bataille décisive les forces gaspillées devant Bir Hakeim, nul ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre, chaque jour où les Français libres tinrent Bir Hakeim était un jour de moins pour Rommel. Chaque soldat allemand tué ou blessé à Bir Hakeim était un combattant de moins pour la bataille qui devait décider du sort de l'Afrique du Nord. À l'échelle de la Seconde Guerre mondiale, Bir Hakeim s'impose comme l'une de ces petites batailles qui comptèrent bien davantage que ne le laissait supposer leur taille. Ce n'était ni Stalingrad ni le jour J. Elle n'engagea pas des centaines de milliers de soldats et ne décida pas du destin des nations. Mais ce fut tout de même un tournant non pas dans la situation stratégique, mais dans la psychologie de la guerre. Pour la France, Bir Hakeim fut le moment où le récit national commença à basculer. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale vue de France est complexe et douloureuse. La défaite catastrophique de 1940, la collaboration de Vichy, le fait que la plupart des soldats français passèrent de la guerre en captivité ou en territoire occupé. Ce ne sont pas des choses dont on se souvient avec fierté. Mais Bir Hakeim offrit autre chose. L'histoire de Français qui refusèrent la défaite, qui combattirent avec un courage légendaire contre des forces écrasantes et qui prouvaient que l'esprit guerrier de la France n'était pas mort. Ce fut l'une des pierres angulaires de la mythologie des Français libres. La preuve que le rêve impossible de Gaulle avait une base bien réelle. Pour les hommes qui y étaient vraiment, l'expérience fut plus complexe. Ils savaient avoir accompli quelque chose de remarquable, mais ils en avaient aussi mesuré le prix de près. Ils avaient vu mourir des amis, laissé derrière eux des camarades blessés, connu l'horreur particulière d'être sous les bombardements des jours durant. Beaucoup eurent du mal avec l'héroïsation qui suivit. Ils étaient de mal à l'aise à l'idée d'être appelés des héros. À leurs yeux, ils n'avaient fait que leur devoir. Ils avaient obéi aux ordres de tenir une position, et ils l'avaient tenue. Que cela soit devenu un symbole de la résistance française tenait presque au hasard, autant aux circonstances et à la propagande qu'à leurs actes eux-mêmes. Mais l'histoire ne se soucie pas toujours des intentions des protagonistes. Bir Hakeim devine ce qu'il devait devenir. Un récit de résistance, de courage, de la volonté humaine indomptable de se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Et ce faisant, les hommes qui y combattirent devinrent plus que des individus. Ils devinrent des symboles, les représentants de tous les Français qui refusèrent la domination nazie. Aujourd'hui, si vous visitez Paris, vous trouverez une voie baptisée boulevard du général Koenig. Il y a une place appelée place de Bir Hakeim, avec une station de métro en dessous. Il y a un mémorial où les noms des morts sont gravés dans la pierre. Ce sont les traces que l'histoire laisse derrière elle, la manière dont une grande bataille devient partie intégrante de la géographie permanente de la mémoire. Mais le véritable héritage de Bir Hakeim ne réside ni dans les monuments, ni dans les noms de rues.
Il tient au fait que l'honneur militaire de la France a survécu au désastre de 1940. Lorsque l'armistice fut signé et que la France tomba, on eut l'impression que s'achevait une tradition militaire vieille de plusieurs siècles, en remontant de Napoléon et de Louis XIV jusqu'à Jeanne d'Arc. Bir Hakeim a prouvé que cette tradition n'était pas morte seulement en sommeil. Il a montré que, bien commandés et correctement motivés, les soldats français comptaient encore parmi les meilleurs du monde. La bataille de Bir Hakeim dura 15 jours. À l'échelle de la Seconde Guerre mondiale, qui dura 6 ans et fit des dizaines de millions de morts, 15 jours peuvent paraître dérisoires. Mais ces 15 jours de juin 1942 furent le pont entre la France qui s'effondra en 1940 et celle qui entra à Paris en libératrice en 1944. Ils furent la preuve que l'intervalle entre ces deux moments n'était pas une fin mais une métamorphose. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, en songeant à ces hommes qui s'enfouissaient dans le sable du désert sous le soleil africain implacable, souvenons-nous de ce pourquoi ils combattaient. Ils ne se battaient pas pour un territoire. Bir Hakeim n'avait en soi aucune valeur stratégique. Il ne se battait pas pour survivre, car il savait que la survie était improbable. Il se battait pour une idée. L'idée que la France de la liberté, de la révolution et de la résistance à la tyrannie, ne pouvait être conquise. Que même dans l'heure la plus sombre, même lorsque la patrie était occupée et que le gouvernement avait capitulé, l'esprit de la France pouvait vivre dans le cœur d'hommes prêts à se battre pour elle. C'est cela qui fit l'importance de Bir Hakeim. Non pas les détails tactiques de la défense, ni les chiffres des pertes ou la durée du siège, mais ce que cela représentait. C'était le refus d'admettre que la force fait le droit. Le refus de se soumettre à ce qui paraissait inévitable. Le refus d'abdiquer quand tous les calculs rationnels disaient que la situation était sans issue. Dans notre monde moderne, nous aimons nous croire trop sophistiqués pour de telles idées romantiques. Nous analysons les guerres en termes d'économie et de logistique. Nous savons que le courage individuel change rarement l'issue de conflits de tranchées par la capacité industrielle et les effectifs. Et tout cela est vrai. Mais il est tout aussi vrai que, parfois, dans les bonnes circonstances, un petit groupe de personnes déterminées peut peser. Ils peuvent tenir une position qui aurait dû tomber. Ils peuvent infliger des pertes que l'ennemi ne s'attendait pas à payer. Ils peuvent gagner du temps pour leurs alliés et pour eux-mêmes nourrir l'espoir. Les 3700 Français libres qui tinrent Bir Hakeim pendant 15 jours firent exactement cela. Ils gagnèrent du temps, ils infligèrent des pertes et ils prouvèrent que la France était encore dans la lutte. Au bilan final de la guerre, leur contribution fut modeste. Mais au regard de l'esprit humain, ce qu'ils accomplirent fut immense. Ils tinrent dans le désert, sous tout le poids de l'Africa Korps qui s'abattait sur eux, et ils ne s'enfuirent pas. Ils ne se rendirent pas. Ils combattirent jusqu'à tirer leur dernier obus, puis, en pleine nuit, ils franchirent les lignes ennemies et s'échappèrent pour aller se battre un autre jour. C'est le genre d'histoire qui paraît trop romanesque pour être vraie. Mais elle est vraie. Elle a eu lieu, et elle compte. Car, au bout du compte, les guerres ne se gagnent pas seulement par le camp qui aligne le plus de chars ou la meilleure logistique. Elles se gagnent par le camp qui refuse de perdre. Celui qui continue de se battre même quand le choix rationnel serait d'abandonner. Celui qui croit en quelque chose au point d'être prêt à mourir pour cela. À Bir Hakeim, les Français libres prouvèrent qu'ils étaient ce camp. Alors, quand vous pensez à la Seconde Guerre mondiale, quand vous vous demandez comment les Alliés ont gagné et l'Axe perdu, n'oubliez pas Bir Hakeim. Souvenez-vous de ces 15 jours de juin 1942 où une brigade de volontaires de Français, équipée d'armes de récupération et portée par la seule fierté et la seule détermination, dit à Erwin Rommel en face qu'il ne passerait pas. Souvenez-vous qu'ils le tinrent en échec. Souvenez-vous qu'ils lui firent payer chaque mètre de sable. Et souvenez-vous que, lorsque vint enfin l'heure de partir, ils sortirent comme ils l'avaient décidé, emportant leurs blessés et chantant la Marseillaise. Voilà à quoi ressemble la tradition militaire française, réduite à l'essentiel. Pas les grands défilés, ni les uniformes chamarrés, pas les ambitions impériales, ni les conquêtes coloniales, juste des hommes, debout dans un trou, un fusil en main, qui attendent l'ennemi et refusent de plier. C'est ce que firent les Poilus à Verdun en 1916. C'est ce que firent les Français libres à Bir Hakeim en 1942. Et c'est cela qu'il faut garder en tête quand on se rappelle la contribution de la France à la défaite du fascisme. Le vent du désert a depuis longtemps recouvert les tranchées de Bir Hakeim. Les champs de mines ont été déminés, les entonnoirs d'obus aplanis, le sang lavé du sable. Mais le souvenir demeure. Le souvenir de ce qui arriva quand la France, battue et humiliée, décida de se relever et de riposter. Le souvenir de ce que peuvent accomplir 3700 hommes lorsqu'ils sont prêts à tout donner pour une idée plus grande qu'eux. En fin de compte, c'est de cela qu'il était question à Bir Hakeim. Pas de tactique, pas de stratégie, ni ces détails opérationnels que les historiens militaires aiment à disséquer. Il s'agissait du moment où la France retrouva son courage.
quand les soldats français se prouvèrent, à eux-mêmes et au monde, que 1940 n'était pas la fin de l'histoire. Que la nation qui avait donné au monde les principes de liberté, d'égalité et de fraternité pouvait encore compter parmi les siens des hommes prêts à mourir pour ces principes. La bataille dura 15 jours, la légende durera toujours.